Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de cette édition, l'ouverture du procès d'un membre de la communauté Saint-Jean pour actes de pédophilie et agression sexuelle, un reportage à Orléans dans un centre de protection pour enfants où étaient réunis des responsables du monde entier, et puis les rencontres nationales du partage organisées le week-end dernier par la société Saint-Vincent-de-Paul. Vous retrouverez ensuite Cyril Lepeigneux et ses invités. Cyril, un mot sur le thème du dossier de ce jour ? Bien, dans quelques minutes, avec mes invités venus de familles chrétiennes et de RCF, nous débattrons sur la façon dont cette énième réforme du collège a pris forme. C'était un moment attendu pour les victimes. Aujourd'hui, s'est ouvert à Chalon-sur-Saône le procès de Jean-Dominique Lefebvre pour des actes de pédophilie commis entre 90 et 99 sur 6 mineurs et des agressions sexuelles sur une femme majeure en 2007. À l'approche de ce procès, la communauté Saint-Jean a publié une déclaration pour faire part de sa profonde honte suite à ces agissements, demander pardon aux victimes et regretter profondément l'insuffisance des réactions et des décisions de la communauté. Marine Wolf a assisté au premier jour du procès. Ambiance pesante ce matin dès 9h pour l'ouverture du procès du frère de la communauté Saint-Jean, Jean-Dominique Lefebvre. Le huis clos n'ayant pas été demandé, le public a pu assister au débat. Peu de victimes étaient présentes pourtant aujourd'hui, toutes semblent vouloir rester discrètes, ne désirant pas pour le moment s'adresser à la presse par le biais de leurs avocats. L'accusé est arrivé libre au tribunal puisqu'il est sous contrôle judiciaire. Âgé aujourd'hui de 66 ans, il est apparu peu à l'aise, ayant du mal à s'exprimer. La matinée a été consacrée à l'évocation des faits, c'est-à-dire agression sexuelle sur mineur pour 6 victimes et un viol sur une majeure entre 1991 et 2007. Il a reconnu l'ensemble des agressions sexuelles sur mineurs, mais conteste les accusations de viol. Le président du tribunal a tout au long de la journée questionné l'accusé sur les décisions prises par la communauté au fil du temps, insistant notamment sur le fait que la justice n'a pas été saisie par les responsables après avoir été mise au courant. 2 religieux des frères de Saint-Jean ont assisté à cette première journée de procès. La communauté reconnaît en effet des manquements dans la gouvernance et fait aujourd'hui le choix de la vérité. On ne peut pas avancer dans la vie si on n'est pas dans la clarté, si on est dans le mensonge, quoi. Et il faut regarder les choses en vérité, et c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ça qui nous permet de progresser. Et ça, c'est notre détermination d'avancer dans la vérité. D'abord, notre pensée, elle va vers les victimes, les personnes qui ont souffert de ces gestes odieux. Nous voulons porter ces personnes dans nos cœurs, dans notre prière. Et c'est ça, d'abord, qui est le plus important. Le procès se tient quant à lui jusqu'au 29 mai, date à laquelle le verdict devrait être rendu. Après ce procès, Jean-Dominique Lefebvre comparaîtra également en juin prochain devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay pour une agression sexuelle sur une autre personne mineure. Le Bureau international catholique de l'enfance est réuni en congrès international à Paris cette semaine. Au programme de cette édition 2015, les abus sexuels envers les enfants. Le BICE et ses partenaires entament un cycle de réflexion et de travail qui s'achèvera en 2017. Mardi, plus de 30 acteurs internationaux de la protection de l'enfance étaient à Orléans. Ils ont visité l'unité d'accueil des jeunes victimes, un lieu au service des enfants où médecine, police, justice et département travaillent main dans la main. Reportage. Ils viennent des 4 coins de la planète pour s'inspirer du savoir-faire français. Caméras d'enregistrement, salles de visionnage et cabinet médical. À Orléans, l'unité d'accueil des enfants victimes est en pointe dans la prévention et la détection de la maltraitance. Ce qui se fait ici peut aussi se faire ailleurs et on peut aussi, nous, apprendre de ce qui se fait dans des pays du Sud pour l'intégrer dans notre pratique quotidienne. Donc je pense que c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser, de renforcer les compétences et puis pourquoi pas de répliquer sur le terrain. Le docteur Tisseron est à la tête de ce service créé en 2008. Objectif, recueillir la parole de l'enfant dans un univers sécurisé. Je crois que c'est important de s'ouvrir à l'international et puis de connaître les façons de procéder dans ces pays-là aussi en matière de maltraitance et de protection de l'enfance. Au cœur de la visite, la question des abus sexuels envers les enfants, un sujet au centre des préoccupations du BICE. La visite est source d'inspiration et de débat. Cette intégralité où l'hôpital, la justice, la police, le système social travaillent ensemble et travaillent bien ensemble. Alors ça, c'est une des choses que je trouve
très bonne. J'ai pensé que c'était un peu éloigné parce que nous travaillons comme si seulement c'est au niveau des villages très pauvres. Il est question pour nous de venir ici en France pour échanger des expériences, de sorte à pouvoir prendre en charge de manière efficace et efficiente les enfants qui sont victimes malheureusement d'abus sexuels au niveau de la Côte d'Ivoire. Signe de son savoir-faire, en 2014, l'unité orléanaise a assuré plus de 700 consultations. On va parler maintenant religion et écologie. La conférence des responsables du culte en France organisait aujourd'hui au Sénat un colloque en vue du sommet sur le climat qui se déroulera en décembre prochain à Paris. L'objectif était d'étudier comment religion et politique peuvent agir en faveur du climat. Catholiques et orthodoxes étaient bien sûr présents. Il y a une prise de conscience chez les politiques que les solutions techniques face aux défis des évolutions environnementales ne peuvent pas suffire. Bien sûr, il faut des solutions techniques, politiques, financières, économiques, mais il faut aussi un sursaut moral pour mobiliser les opinions publiques et faire adhérer les citoyens à cet avenir que l'on veut préparer ensemble. Si chacun et chacune devient responsable, voit quel est son rôle dans l'Église, dans la famille, dans l'école, c'est comme ça que nous pouvons espérer pour un monde meilleur demain. Il faut changer la manière que nous pensons. Un mot sur les chrétiens d'Orient. Cette semaine, Monseigneur Khaled Akaché est venu depuis le Vatican en France. Membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, il tenait ce matin une conférence de presse. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé en Irak. Une communauté qui comptait peu d'années, 1,5 million, qui est passée maintenant à 300 000. Et si on continue avec ce rythme, ça veut dire qu'elle va disparaître. Peut-être pas disparaître comme existence humaine, mais elle va être déracinée. Et donc, les gens qui ont vécu des siècles sur cette terre ne sont plus là. Donc, s'il n'y a pas génocide physique, on peut parler aussi de génocide culturel. Tuer une communauté, la déraciner, détruire son héritage. Et à propos de destruction du patrimoine culturel au Moyen-Orient, la ville bimillénaire de Palmyre en Syrie est finalement tombée entre les mains des djihadistes de Daesh. Le témoignage sur place de Monseigneur Michel Naaman, curé de la cathédrale syriaque catholique de Homs. Pour lui, la prise de Palmyre est à la fois un enjeu humain, culturel, économique et stratégique. Il y a la peur des grands massacres là-bas. Parce que déjà, la ville avant Palmyre, c'était coupée, des cadavres, etc. Alors maintenant, est-ce qu'on va voir encore ces fameuses photos des manteaux en train de casser toute la civilisation de l'Europe? Et puis Palmyre, c'est d'abord une stratégie au point de vue capacité économique. Il y a tout le gaz sur le pétrole. Et stratégiquement parlant, c'est terrible. Palmyre, c'est le cœur de la Syrie, donc c'est un point maintenant stratégique ouvert à tout. Ouvert au nord à Homs, ouvert au sud, Damas, et ouvert en bas, à l'Irak. Alors maintenant, on est devant un drame. Vraiment, on ne sait pas, on est perdu. Et la situation dramatique du Moyen-Orient, c'est l'une des raisons, avec la crise financière, qui rend de plus en plus difficile l'activité de pèlerinage et de voyage chrétien. C'est notamment le cas du voyagiste Terre Entière, spécialisé dans les itinéraires culturels et spirituels. Le tribunal de commerce de Paris a déclaré aujourd'hui sa liquidation. Vie d'église en France, le diocèse de Quimper-Léon sera désormais guidé par Monseigneur Laurent Donien, nommé par le pape François hier. Il était jusqu'alors évêque auxiliaire de Bordeaux. Au printemps 2014, on s'en souvient, son prédécesseur à Quimper, Monseigneur Jean-Marie Levert, s'était retiré en dehors du diocèse avant qu'il ne présente sa renonciation en janvier dernier, acceptée par le pape. Les relations tendues entre Monseigneur Levert et une partie des équipes du diocèse avaient rendu la situation inextricable. Le Vatican avait nommé un administrateur apostolique, l'évêque émérite de Langres, Monseigneur Philippe Guenlet. Vincent Royer est allé interroger Monseigneur Donien. C'est un diocèse qui a besoin d'être aussi repris en main. Je comprends bien, depuis 1 an et demi, c'est vrai que Monsieur Guedlet a bien travaillé, je pense, mais ils attendent aussi qu'il y ait vraiment un évêque. Donc, moi, en tout cas, je suis prêt à m'engager tout de suite avec eux. C'est vrai que
Ça m'intéresse de savoir exactement un peu l'histoire de ce qui s'est passé aussi, de mieux comprendre. Hein. Bon, il se trouve que Jean-Marie Levert est ici dans notre diocèse aussi. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. Hein. Donc, bon, lui est content que je sois nommé. Mais je suis quand même à l'écoute. Bon, lui me dira des choses, mais je suis aussi à l'écoute de ce qu'ils vont me dire là-bas. Je vais essayer de comprendre. Mais je suis tout à fait confiant. On va commencer à avoir des projets pour l'avenir. Pour la rentrée pastorale, pour des visites pastorales aussi, etc. quoi. Donc on va vraiment essayer de construire ça quand je vais passer à Quimper dans quelques semaines. Là. Autre nomination épiscopale aujourd'hui, celle de Monseigneur Dominique Blanchet à la tête du diocèse de Belfort-Montbéliard, à la place de Monseigneur Claude Choquert, démissionnaire pour limite d'âge. Il était jusqu'à présent vicaire général du diocèse d'Angers, où il a exercé son ministère sacerdotal depuis plusieurs années. À Bordeaux, le centre diocésain Saint-Louis-Beaulieu fait peau neuve. De travaux sont en cours pour réaménager la maison diocésaine, le séminaire Saint-Joseph et la bibliothèque. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux nouvelles normes, mais aussi d'adapter chaque lieu à sa vocation. Sous l'impulsion de l'archevêque de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, le centre désormais baptisé Maison Saint-Louis-Beaulieu devrait ouvrir ses locaux à d'autres entités. On l'écoute. Le pape François nous a dit, écoutez, il est important de sortir. Alors sortir, ça veut dire aller à la rencontre. Et donc nous avons aussi souhaité que des organismes professionnels, des entreprises aussi éventuellement, donc des organismes qui n'appartiennent pas à l'Église, puissent aussi éventuellement utiliser ces locaux. Et je pense qu'un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont soucieuses, j'allais dire, d'intégrer des valeurs, je vois l'attention par exemple d'un certain nombre de chefs d'entreprise à la doctrine sociale de l'Église. Je pense qu'ils pourront trouver là, me semble-t-il, un lieu d'accueil d'une Église qui se veut ouverte à tous. Vie de l'Église toujours, avec une belle tradition en Normandie, la fête du blé eucharistique qui a lieu chaque année dans la cathédrale de Rouen. Cette célébration réunit l'ensemble des donateurs, des correspondants cantonaux et des collecteurs paroissiaux des diocèses de Rouen et du Havre. Elle était logiquement présidée par Monseigneur Jean-Charles Descubes et Monseigneur Jean-Luc Brunin, en présence de nombreux prêtres des deux diocèses et de 1200 fidèles. Direction Metz maintenant, où se tenaient ce week-end les rencontres nationales du partage organisées par la Société de Saint-Vincent-de-Paul. L'événement a rassemblé pendant 3 jours les bénévoles de l'association, mais aussi et pour la première fois des personnes accompagnées. Le reportage de Clémentine Gardet. Ils étaient 1500 à avoir fait le déplacement. Au programme du week-end, des témoignages, des ateliers sur la relation d'aide, mais aussi la présentation d'une mise en scène conçue en étroite collaboration avec des personnes accompagnées. Michel était sur scène. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir aussi pour faire partager, pour faire comprendre aux gens qu'on a besoin d'eux. Une mise en scène pour illustrer la nouvelle orientation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. L'association souhaite remettre au centre de sa démarche les personnes accompagnées, suite à Diaconia notamment. L'objectif, c'est de vivre pleinement la réciprocité. C'est-à-dire de bien faire comprendre que la relation d'aide, c'est pas une relation à sens unique. C'est une relation à double sens. Et on a toujours dans cette relation quelque chose à recevoir de l'autre. C'est un retour aux sources vincentiennes. Vincent de Paul disait les pauvres sont nos seigneurs et nos maîtres. Et on a longtemps pris cette phrase pour une image. Or, il nous paraît que ce point est un point central, je dirais, du renouveau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Un renouveau qui prend forme aujourd'hui et qui doit se poursuivre dans la durée. Pour preuve, un rendez-vous annuel entre bénévoles et accompagnés a été créé pour travailler sur les orientations de l'association ensemble. En Ile-de-France, la basilique Saint-Denis voit son chœur réaménagé. Ce matin, l'évêque, Monseigneur Pascal Delannoy, a présenté à la presse son projet de renouvellement du mobilier liturgique, après avoir sollicité plusieurs artistes avec pour objectif de respecter l'esprit de ce lieu, l'harmonie entre la lumière et la pierre. L'objectif est de consacrer le nouvel autel et l'ensemble du chœur liturgique en octobre prochain pour fêter les 50 ans du diocèse. Une page culture maintenant, le Festival de Cannes bat son plein. À l'agitation de la Croisette, les îles de Lérins répondent par le calme de la spiritualité du traditionnel Festival sacré de la beauté, en présence d'acteurs tels que Marie-Christine Barrault, Brigitte Fosset ou encore Michael Lonsdal. Merci à François-Régis Salfran pour ces images. Voilà, découvrons maintenant les titres de la presse chrétienne.
Âge de la confirmation, pourquoi attendre, affirme Famille Chrétienne. Longtemps délaissée, la confirmation des enfants dès l'âge de raison revient à l'ordre du jour dans plusieurs diocèses de France. Réforme revient évidemment sur la décision du Synode national de l'Église protestante unie de France d'entériner la bénédiction de couples homosexuels, une décision qui a provoqué de nombreux remous parmi les protestants. Mercredi prochain, les résistants Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Geneviève de Gaulle et l'ancien ministre Jean Zay entreront au Panthéon. Qui peut avoir accès à cet honneur et sous quelles conditions? La réponse dans Pèlerin. Enfin, la vie fait sa une sur les chrétiens persécutés, les pays où ils sont en danger et la stratégie de Daesh décryptée, mais aussi un reportage sur les chrétiens de l'ombre en Kabylie. C'est l'heure maintenant de la chronique du père Mathieu Rouget. Le curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris déplore un certain renoncement culturel en France. Il y a quelques semaines, j'étais en pèlerinage en Pologne sur les pas de Saint Jean-Paul II. J'ai été très impressionné en visitant l'appartement de la famille Wojtyła à Wadowice, la ville natale de Saint Jean-Paul II, de découvrir, posé sur un bureau, l'Antigone de Sophocle en grec et en polonais. C'est en fait la première pièce de théâtre jouée par le futur comédien devenu pape. Il incarnait le rôle d'Aimon, l'amoureux d'Antigone et le fils de l'implacable Créon. Il est impressionnant de voir le niveau scolaire et culturel de cette toute petite ville de Pologne vers 1935. La puissance spirituelle de Saint Jean-Paul II s'enracine notamment dans cette vitalité culturelle. On pourrait évoquer des exemples analogues, le général de Gaulle par exemple, citant délibérément et spontanément, pendant les années de la France libre, les tragédies de Racine, Britannicus en particulier. C'est la culture qui fait les hommes libres. Quoi qu'il en soit du détail de la réforme du collège, qui aujourd'hui fédère toutes les critiques, les plus diverses et d'ailleurs les plus convaincantes, on peut dire qu'un certain renoncement culturel délibéré du système scolaire français nuit à l'épanouissement véritable des jeunes. Dire cela, ce n'est pas faire preuve d'élitisme. Un acteur aussi populaire que Fabrice Lucchini ne cesse de rassembler les foules en se bornant à dire les grands textes de notre patrimoine culturel. Brader cet héritage, c'est faire un peu, sur un mode évidemment très atténué, ce que font les soldats quand ils détruisent les éléments majeurs de notre patrimoine culturel. Être chrétien, c'est aimer et promouvoir la culture qui fait partie de la dignité humaine. Saint Jean-Paul II, apôtre de l'espérance et de la liberté, ne cesse de nous encourager à ne pas négliger l'évangile de la culture. Je vous invite à retrouver Cyril Le Peigneux maintenant et ses invités. Rendez-vous mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors, publié hier au journal officiel, un décret et un arrêté permettront la mise en œuvre du nouveau collège en 2016. Les tenants et les opposants à cette énième réforme s'écharpent depuis un mois par médias interposés, mais certains s'interrogent quand même, y a-t-il eu un réel débat sur le sujet? Pour en parler, Benjamin Rosier, vous êtes rédacteur en chef à RCF, bienvenue. Merci. Et puis Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Cyril. Alors voilà des années qu'on voit le niveau scolaire des petits Français chuter avec une régularité implacable, malgré les nombreuses réformes engagées. Est-ce que vous avez l'impression qu'un débat national a été ouvert sur cette priorité nationale ? C'est sûr que quand on voit la publication en 24 heures des décrets au journal officiel, on se dit que finalement, il y a beau avoir des manifestants, alors peut-être pas suffisamment pour faire changer d'avis le gouvernement, eh bien, il y a quand même là une marque d'autoritarisme de la part de ce même gouvernement pour faire passer sa réforme sur le dos des professeurs, qui est aussi une marque de faiblesse d'une certaine manière. C'est-à-dire quand on n'a pas la possibilité ou les arguments pour convaincre, eh bien, on l'impose de cette manière-là. Et c'est pas très bon signe pour l'école. Même impression, débat, oui. Pas débat tronqué. Un autoritarisme en effet synonyme d'aveu de faiblesse, très maladroit aussi, parce que c'est quand même une partie de l'électorat de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il adviendra? Il aurait pu attendre peut-être 2-3 jours, il l'a fait le lendemain de la manifestation. C'est vrai que ça paraît même presque absurde. Voilà. Sur le débat, il aurait fallu qu'il soit bien sûr bien plus en amont. Alors,
le gouvernement nous dit que la réforme du collège était inscrite dans la refondation de l'école. De 2013. Enfin, ce débat sur quels moyens quels moyens pédagogiques pour éduquer, les savoirs fondamentaux, l'interdisciplinarité, enfin, toutes ces grandes questions, c'est quand même l'école de la République. En plus, avec le contexte aujourd'hui, où on donne à l'école une mission très importante pour former les citoyens de demain, encore une fois dans un contexte de cohésion nationale très 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 fissuré, oui, ça paraît une faute de ce gouvernement. Alors vous avez vu la lettre adressée au cadre de l'enseignement catholique en France par son secrétaire général Pascal Balmant, qui se plaignait d'un traitement confus de cette actualité et appelait à un débat sérieux, argumenté et rationnel. À votre avis, pourquoi ce débat si nécessaire n'a pas lieu ? Je crois d'abord qu'il y a une maladresse de la part notamment du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale en particulier, renvoyant dans leur but ces pseudo-intellectuels, on se souvient de l'expression qu'a fait Flores. C'est vrai que quand on veut, encore une fois, discuter intelligemment d'un sujet essentiel pour l'avenir de ce pays, se couper en plus de sa base, que sont les intellectuels, pour la gauche, c'est extrêmement préjudiciable. L'absence des parents aussi, ça vous a troublé dans le débat ? Parce que bon, est-ce qu'on peut faire une réforme justement sans les enseignants et sans les parents ? Le principal syndicat de parents d'élèves, la FCPE, on voit qu'il soutient cette réforme, mais c'est vrai qu'il y a énormément de parents. Alors parents, enseignants, c'est ce que disent aujourd'hui d'ailleurs même à gauche, au Parti Socialiste, ceux qui sont contre cette réforme, ou en tout cas la méthode utilisée, disent qu'il n'y a pas eu vraiment de consultation et que c'est d'abord les acteurs eux-mêmes de l'école, parents comme professeurs, qui doivent être consultés. Alors, un petit mot sur la réaction sur ce qu'a écrit le secrétaire général. Ça vous a un petit peu surpris ? C'est vrai que c'est difficilement lisible, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y ait quelque chose à sauver dans cette réforme, et notamment la question de l'autonomie. Mais ça, c'est pour la réforme du collège. En revanche... L'autonomie des établissements ? Voilà. Et qui, de fait, est déjà, d'une certaine manière, mise en œuvre dans les établissements de l'enseignement catholique, des établissements privés. Cela étant, ce qui est moins lisible, c'est que d'une part, ce communiqué arrive juste avant la grève des professeurs, donc on ne peut pas s'empêcher évidemment d'y voir un signe politique, peut-être malgré la volonté même de l'enseignement catholique, mais enfin, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que aussi, la réforme concerne les programmes, et sur ce plan-là, c'est vrai que l'impression de perte de l'excellence française ou de la méritocratie française, à tort ou à raison, peut inquiéter l'ensemble des établissements, qu'ils soient privés ou publics. Et l'enseignement privé, je pense, là, a loupé un peu le coche de se poser en défenseur aussi de ces contenus, de cette excellence française. Sachant que c'est quand même peut-être concomitant, mais c'est séparé. Les programmes et cette réforme-là, vous l'avez senti comme ça aussi ? Oui, alors c'est ça, peut-être en étant un petit peu moins sévère qu'Aymeric, je pense que ce qu'il veut aussi montrer, c'est que dans le privé, déjà, on expérimente de nouvelles pédagogies, on n'a pas peur de l'autonomie, on n'a pas peur en fait d'expérimenter. Il n'y a pas cette hiérarchie, j'ai envie de dire, académique qui oblige un petit peu les professeurs à suivre le directeur d'établissement qui lui-même suit l'inspecteur d'académie. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus autonome, en effet. Ensuite, oui, ils soumettent à consultation les nouveaux programmes. Alors on apprend que finalement en histoire et géographie, entre le facultatif et l'optionnel, enfin l'obligatoire et le facultatif, ça changera. Finalement, on laisse l'allemand en classe de 5e. Enfin, on commence à sentir que là, sur ce point-là, ils vont bouger après la consultation des professeurs du Conseil supérieur de l'éducation. Donc, à mon avis, sur le latin et le grec, c'est pareil. Il va y avoir une évolution qui finalement va rassurer tout le monde. Il n'empêche que, sur l'aspect autonomie, interdisciplinarité, et puis surtout, on parle d'excellence pour tous. C'est un peu une formule quand même incantatoire, alors excellence pour tous, parce que vous parliez notamment du décrochage scolaire et de ces classements mauvais pour le système éducatif français. L'excellence pour tous, c'est d'abord avec des établissements qui partiraient, je dirais, de conditions égales, sur la même ligne de départ. On sait très bien que les établissements, selon les territoires et les publics sur ces territoires d'élèves, sont très différents, et déjà, il y a une inégalité, ce qui pourrait la creuser. Donc là-dessus, d'ailleurs, le syndicat SNES, je trouve, est assez pertinent dans sa critique. Bon, la recherche de l'excellence par rapport au nivellement par le bas, finalement, c'est quand même pas mal comme proposition. Pour moi, c'est très incantatoire. À voir selon les établissements, et surtout à voir comment va être gérée l'autonomie. Parce que si les directeurs d'établissement n'ont pas d'autonomie, ils ne pourront pas constituer leur équipe enseignante avec leur projet. L'autonomie, oui, mais encore faut-il avoir les coups des franches, et puis voir dans quel contexte elle s'instaure.
Pour revenir sur les conditions du débat, ou du pseudo-débat qu'on a eu en France à ce sujet-là, on a eu l'impression quand même que régulièrement, la droite, la gauche, bien dès qu'il y en a un qui disait blanc, l'autre disait noir, mais un peu pour des raisons politiciennes, vous partagez ce sentiment ? C'est vrai que c'est un peu le jeu politique français. En même temps, il y a des vrais enjeux, donc c'est l'occasion d'en parler. Et peut-être qu'on peut se regretter que le débat n'ait pas été vraiment au fond des choses. En même temps, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que la droite n'a rien fait pour lutter contre cet inégalitarisme de l'enseignement en France. Ça fait en fait plus de 40 ans que ça dure, qu'on parle de remettre en cause le collège unique, alors qu'en effet, il n'en est rien. Voilà, donc là, je pense que ce serait l'occasion de vraiment, peut-être que cette polémique, d'ailleurs, en donnera l'occasion, de vraiment se poser les vraies questions et d'aborder les vrais problèmes avec une vraie politique. Alors vous parlez des vrais enjeux, ça serait quoi les vrais enjeux ? Les vrais enjeux, c'est de considérer notamment, d'une part, de garder cette volonté d'excellence, parce qu'il y a une certaine forme d'élitisme qui est positif et qui est la méritocratie française en réalité. C'est qu'on peut sortir d'un milieu ouvrier et de s'élever dans la société française grâce à l'école. Aujourd'hui, cet ascenseur social, cette méritocratie, elle est en panne et il faut absolument la réparer parce que c'est ça qui donne espoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de diversifier aussi les filières pour ne pas effectivement mettre tout le monde dans le même moule parce que tout le monde n'est pas fait non plus pour faire des études supérieures. Il faut développer davantage, notamment l'enseignement professionnel, davantage qu'il n'est en tout cas aujourd'hui. Vrais enjeux, quelque chose à ajouter ? Il y a une chose qui manque, c'est relevé par pas mal d'ailleurs de ces pseudo-intellectuels, selon la ministre de l'Éducation nationale, c'est l'autorité. L'autorité, on parle d'une école à qui on va donner une grande mission, j'en parlais tout à l'heure sur le contexte post-attentat, on a vu des élèves qui sont en perte de repères, menacés par un certain communautarisme, on le voit sur certains territoires. Et là, il n'y a pas de mot sur l'autorité. L'autorité du directeur d'établissement, l'autorité bien sûr du professeur, une autorité mais dans le sens faire grandir, permettre un cadre. Et ce cadre-là permet de faire croître, permet cette excellence pour tous, si elle doit exister un jour, de manière beaucoup plus garantie que de ne pas parler d'autorité, parce que parler d'autorité, ce serait idéologiquement ou politiquement plutôt incorrect. Bien, merci messieurs de nous avoir partagé vos analyses et vos observations sur l'éducation en France. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite notamment à participer, donc un petit mot peut-être sur le pèlerinage que vous organisez, le pèlerinage des journalistes. Voilà, ça fait partie aussi de la culture d'une certaine manière. Et en tout cas, il me paraissait important de rassembler les journalistes d'abord les journalistes catholiques autour de leur foi, parce que la vérité, qui est la recherche normalement de tout journaliste, c'est une personne pour les catholiques. Et donc, voilà, se retrouver à travers un pèlerinage. Le 30 mai, le samedi 30 mai, à 9h, démarrage chez les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve à Neuilly, où il y a un vitrail de Saint François de Sales étonnant. Le patron des journalistes. Absolument. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Et puis avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée.